Acquérir un 12 logements dès sa première transaction et ensuite acquérir un 8 logements qui est à optimiser au grand complet sans nécessairement en avoir les liquidités. Voici toutes des choses que Benoît Larivière-Laure a réussi à faire avant l'âge de 30 ans comme investisseur immobilier. En plus d'investir avec ses parents et avec d'autres associés, vous allez découvrir plein de choses qui vont vous aider à vous lancer dans le multilogement. Salut Ben, comment ça va? Salut Nick, ça va très bien, merci, toi-même. Ça va très bien, merci d'être là. Merci de l'invitation. Bienvenue dans la bibliothèque du collège de la MREX. C'est ici que tu as tout appris dans le fond. Là. Quasiment, oui, quasiment. Donc, pour les personnes qui écoutent ou qui visionnent en ce moment, est-ce que tu peux leur présenter un peu ton histoire? Comment tu as commencé en immobilier? Oui, en fait, moi, mes parents ont tout le temps été un petit peu dans l'immobilier, puis dans les années 90, 2000, ils ont investi un petit peu à Montréal. Il y avait des blocs, des duplex, des petits plex. Ils ont vendu ça à un moment donné et ont acheté des chalets qui se trouvaient au bord d'un lac à la Naudière, le lac Noir, Saint-Jean-de-Mata. Et en fait, moi, ça m'a donné un peu la piqûre aussi parce que, tu sais, c'est le fait d'acheter une propriété qui... Parce que c'était des chalets qui étaient 3 saisons à la base. Okay. Puis nous, notre façon de faire, c'était de les prendre, puis de les rénover, puis de les rendre 4 saisons. Donc, il y avait beaucoup de potentiel parce que les maisons au bord du lac, c'est plus rare. Oh, et puis les terrains valent plus cher. C'est ça. Surtout de transformer de 3 saisons en 4 saisons, ça augmente énormément la valeur. Fait qu'on a commencé comme ça. En 2017, on a fait un qui a vraiment valu la peine. Puis avec l'argent qu'on avait accumulé, on a acheté un 12 logements dans Chagrin-Maisonneuve. C'était 12 studios qu'on a achetés. Je pense qu'on a fait une bonne affaire. C'était 630 000. Et là, maintenant, on est en train de l'optimiser. On n'a pas terminé encore. C'est un peu ça mon chemin. Là, je viens de faire l'acquisition d'un 8 logements avec Vincent Turcotte de la C3. Oui, un partenaire dans la Meurthe. Oui, c'est ça. Puis vous êtes connus, je pense, dans la Meurthe. Hein? On s'est connus dans la Meurthe. Okay. Moi, j'avais fait une promesse d'achat dessus, même si je n'avais pas nécessairement de liquidité pour l'acheter. Ouais. Mais je voulais profiter du momentum, puis le fait qu'il y a plein d'investisseurs plus sophistiqués qui comprennent un peu la game pour présenter ce projet-là. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Vincent, qui lui était... il a eu du flair, je pense. Puis il a embarqué dans le projet, puis jusqu'à là, ça va super bien. C'est cool, ça, parce que je me rappelle, on avait fait une des retraites à l'Estérel, puis il y a eu la grosse tempête de neige, puis on est comme tous restés pris là le dimanche soir. Oui, exact. Souper, puis dans le fond, toi, tu étais là, Vincent, puis sa conjointe était là aussi. Oui, exact. Sa conjointe aussi qui est dans le deal, avec son frère aussi, le frère de Vincent. Donc, nice. C'est les trois là et moi. Eux sont à Québec, moi, je suis à Montréal. À ce moment-là, saviez-vous que c'était-tu déjà décidé que vous alliez faire affaire ensemble? Ou, c'était pas mal décidé, mais c'était encore dans le processus de financement. Okay. Puis ça a été assez pénible, là, je te dis. Ça a duré à peu près 5 mois. Ah ouais? Il y a eu des délais avec la banque, fallait avoir des soumissions. Puis ça a été un long processus, beaucoup de délais avec le notaire aussi. C'était quoi les genres de choses qui faisaient que ça tardait? Mais premièrement, quand moi j'ai fait l'offre d'achat, j'aurais voulu le faire tout seul. Fait que je suis allé voir un prêteur privé. Ouais. L'offre qu'il m'a faite, c'était pas. C'était trop risqué pour moi. Je risquais tout. Il fallait que je mette en garantie les immeubles que j'avais. Puis, c'était trop risqué. Il t'offrait d'être all-in ou rien? C'est ça, exactement. Puis si j'étais capable de faire ce projet-là avec ce qu'il m'offrait, ça aurait été excellent, mais je trouvais que ça valait pas le risque. Okay. Fait que là, ça a été au début un premier retardement. Un premier retardement parce que j'ai fait les visites, j'ai fait une évaluation agréée, une inspection, tout ça. Avec comme stratégie de dire, je vais financer avec un prêt privé tout seul, puis je vais faire la transaction. C'est ça, parce qu'entre-temps aussi, j'avais parlé avec Vincent, puis c'était pas conclu là, encore. Là, fait que là, à partir du moment où on a embarqué avec Vincent puis une mise de fonds pour aller se financer au conventionnel, là, c'est devenu... Là, c'est là que ça partit vraiment la vraie game de financement avec l'institution. Puis on était déjà avancé aussi dans
dans le délai d'achat. Ouais. Dans les délais de financement, puis dans tout les délais de rigueur. Puis là, non seulement ça, c'est que là, quand on a décidé d'aller au conventionnel, moi, je fais affaire tout le temps avec mon courtier hypothécaire qui est excellent, Christian Pomerleau, que je salue. Donc, lui, ce qu'il nous a proposé, c'est un prêt construction. OK. Donc, là, dans le fond, nous, on était ravis de cette nouvelle option-là. Ouais. Mais ça demandait un petit peu plus de qualification. OK. Donc, plus de documents à montrer. Ouais. Parce que ça, c'est des prêts, je pense, où tu payes juste les intérêts pendant 24 mois, puis après ça, comme le prêt part. C'est comme un prêt un peu mezzanine. Oui, c'est ça exactement. Puis nous, c'est variable, c'est du cas par cas, mais en gros, c'est exactement ce que tu dis. Nous, on ne paye rien, dans le fond, pendant la période de rénovation, parce que c'est pas pour rien que c'est un prêt de construction, c'est parce que tout est à refaire. Oui, c'est ça. Vous étiez en train dans le fond, le but, c'était de refaire le bloc au grand complet. Il était-tu vide à ce moment-là? Non, là, il était plein. Fait que un autre défi. Fait que ça, c'était une autre affaire aussi. Fait que pour juste finir avec le financement, on a fait faire des soumissions, ça a été accepté. Là, on a le financement. On a acheté l'immeuble 430 000. Okay. On a un financement d'environ 400 000 pour les hard costs puis soft costs aussi, total pour les rénaux. Puis c'est ça, là, on commence à faire le changement de locataire, puis on fait affaire aussi avec GF pour ça. Parce que c'est pas un immeuble dans le coin le plus facile, on va se dire. Ben non, puis moi je pensais que c'était... en fait, on est dans Rosemont, là, on est Masson puis Iberville. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un super bon coin, mais là, plus je me rends compte qu'il y avait encore un peu de clientèle un petit peu plus difficile dans cet immeuble-là en particulier. Ils payent des loyers qui sont assez bas. Là, c'est vrai qu'on réalise qu'il y a comme des poches. On pense que, mettons, OK, Rosemont, c'est bon, mais il y a des parties de Rosemont, des coins de rue qui sont moins bonnes. C'est la même chose pour tous les quartiers qu'il y a. Un quartier peut être généralement bon, mais il peut avoir un coin plus difficile. Comme un quartier peut être généralement mauvais, mais il peut avoir des coins qui sont pas pires, peut-être qui sont sur les limites d'un autre quartier qui est de meilleure qualité. Oui, exactement. Puis je pense que ça, c'en est un bon modèle. Mais de façon générale, je suis extrêmement confiant qu'on puisse arriver à terme avec ce projet-là, puis finalement le revendre avec un bon profit. OK. Fait que dans le fond, la stratégie de sortie, ça serait de le revendre, de ne pas le garder. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai parlé aussi avec Vincent, puis lui, il était d'accord. On a un peu la même vision par rapport à ça. C'est que on pense que le rendement va être meilleur si... Parce que moi, je me vois comme un investisseur actif. Donc, si je le garde, je vais faire un bon rendement, sans doute. Mais je vais en faire un meilleur si je le vends, je récupère mes billes. Parce qu'il y a la prime de marché là, qui va tout le temps rester intouchable si je le garde. Puis réinvestir dans un autre projet qui va être encore plus gros, qui va me donner un rendement aussi bon que si je réinvestis. Mais c'est de quoi qu'on a parlé beaucoup dans les formations d'ingénierie financière, de faire comprendre que, parce que tu sais, de niveau conventionnel, les investisseurs immobiliers multilogements ont toujours dit, bon ben moi j'achète des blocs puis je vends plus jamais. Puis vendre, c'est s'appauvrir. Puis écoute, même moi, je pense à 10 ans quand j'ai commencé dans le domaine, moi aussi j'étais de l'avis que vendre c'était s'appauvrir parce que tu sais, c'était ça qui est toujours répété. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à faire des transactions, puis à analyser des transactions, puis à baigner là-dedans, puis à voir le marché changer aussi, parce que tu sais, le marché d'aujourd'hui versus le marché de 5-10 ans, il n'est pas pareil. Puis c'est là que tu te rends compte, justement, en faisant tes calculs, dépendamment de c'est quoi ton profil d'investisseur, dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire, bien, finalement, vendre, c'est pas nécessairement s'appauvrir. Ça peut l'être pour certains. Tu sais, si tu vends cet immeuble-là, par exemple, puis que vous n'avez pas d'autres opportunités pour faire travailler votre argent, dans ce cas-là, c'est clair que vendre, c'est s'appauvrir. Mais je pense que dans votre cas à vous, comme tu dis, tu veux être investisseur actif, vous voulez faire des projets de rénovation. Je sais que Vincent aussi est super motivé au niveau de tout ce qui est flip de plex, puis faire des rénovations majeures.
à quelque part, il y a un coût d'opportunité à considérer que je pense que beaucoup d'investisseurs oublient. Oui. Tu sais, puis comme tu dis, la prime de marché, ben, pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas encore c'est quoi, bien, ultimement, c'est que comme à Montréal, sur l'île, la valeur marchande d'un immeuble est toujours plus élevée que la valeur économique. Fait que cette différence-là, c'est ce qu'on appelle la prime de marché. Puis, comme tu dis, ça fait en sorte qu'au lieu de laisser peut-être 25 d'équité dans ton immeuble ou 15 si tu es en SCHL, bien là, tu es obligé de laisser 25 à 40 d'équité. Ce qui fait que tu es beaucoup moins liquide. Puis Ouais, là, c'est une autre exactement. opportunité de faire une optimisation d'un immeuble. Bien, tu l'as pas, cet argent-là. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, mon objectif, c'est de faire ce projet-là, puis rester avec Vincent puis mes autres partenaires pour tu sais, prendre cette liquidité-là, puis faire un projet qui est encore plus gros. Ouais. Faire le même genre. Fait que plus gros, passer, plus gros. mettons, d'un 6-8 à 10-12 à 20-24, parce que plus que tu peux faire ces types d'optimisation-là dans les gros immeubles, ça devient hyper intéressant. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pendant que je suis jeune, puis que j'ai l'énergie, puis que je veux faire ça, ben je le fais parce que j'aime ça, tu sais. Parce que ça demande de l'énergie. Ça demande l'énergie. Tu sais, Puis... Les gens parlent de Ouais. optimiser des immeubles là, comme si c'était... des fois, on voit des facile, hein. posts Facebook, le monde, c'est comme c'est aussi simple que tu achètes, tu mets tout le monde dehors, tu augmentes tes revenus, tu refinances, tu ressors tes billes. Mais c'est pas ça en réalité. Là. Non, c'est non, beaucoup non. plus complexe que ça. Ouais, le monde ne se rend pas compte que, tu sais, il y a tellement d'étapes pour se rendre à là. Puis, tu sais, juste acheter un immeuble, tu sais, moi, ça m'a pris 5 mois. Là. Ouais. Les 5 mois, là, j'en ai fourni des documents, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone, j'ai demandé à beaucoup de monde de m'aider. Ouais. Tu sais, il y a mon courtier hypothécaire, mon courtier immobilier, mon courtier en assurance, tu sais, la directrice de compte. Il y a beaucoup de monde que tu parles, que tu travailles, beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'heures. Il y a beaucoup d'heures, Il y a beaucoup tu de sais. travail à mettre dans l'acquisition d'un immeuble. Là. C'est ça, exactement. Puis des fois, je trouve que c'est banaliser le temps qu'il faut que tu mettes. Puis le monde, ceux qui veulent entrer dans le marché, puis qui ils essayent, puis ils se disent, ben voyons donc, c'est donc bien difficile, puis Ouais. ils abandonnent. Mais c'est parce qu'ils ont la fausse impression que c'est facile, tu sais. Ouais. Puis aussi, il faut que tu aimes ça, parce que n'importe qui n'aime pas ça, il va arrêter tout de suite. Oui, là, c'est tu sais. clair. Parce que tout l'espèce de chamaillage entre les différents acteurs à travers un processus d'achat, le stress aussi. Parce que, tu sais, il y a des journées que tu penses que... Puis, tu sais, c'est jamais une ligne droite, hein? C'est jamais parfait. Il y a des journées que tu penses que tout est réglé, puis finalement, le lendemain matin, tu te réveilles, puis il y a tel obstacle ou il y a tel problème. Il manque un document, encore C'est le ça. document le plus important à chaque jour, puis à chaque fois que tu en remets un, il y en a un plus important qu'il faut que tu remettes au fur et à mesure du processus. Puis oui, c'est stressant, tu sais. Moi, je me considère comme une personne assez nerveuse aussi, Ouais. là, puis dès que j'ai besoin, dès qu'on me demande de faire quelque chose, j'ai le sentiment qu'il faut que je le fasse tout de suite pour Ouais. que ça l'avance, puis que tout est sur mes épaules, mais avec le temps, j'essaie de relaxer par rapport à ça, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui est stressant, puis Ouais. que j'essaie de travailler. Ouais. Là, fait que, Mais non, je trouve ça bon que tu le mentionnes, que tu sais, c'est effectivement très banalisé, tout le processus, parce que puis, tu sais, c'est peut-être une conséquence un peu de notre culture, puis de tous les séminaires qui existent, d'essayer de faire croire à tout le monde que c'est donc facile, c'est donc simple de faire de l'immobilier, mais la vérité, c'est que c'est loin d'être facile, puis c'est loin d'être simple. Puis je pense que c'est beaucoup mieux de rentrer avec un mindset de dire, OK, ce qu'on va faire là, c'est complexe. Ouais. Parce que si tu ne rentres pas avec ce mindset-là, c'est comme tu dis, c'est facile de se décourager. Là. ouais, exactement. Fait que, Puis là, une fois que l'immeuble est acheté, dans le cas d'une optimisation, il y a beaucoup de négociations à faire avec les locataires, il y a beaucoup de relations interpersonnelles, puis c'est pas toujours facile. ouais, c'est parce ça. que- Tu sais, le côté humain aussi qui est difficile. Tu sais, je parlais avec des locataires dernièrement, puis tu sais, ce locataire-là, il a signé pour quitter. Puis tu sais, il me disait, moi, ça me fait de la peine de quitter mon logement. Tu sais, Ouais. je pensais mourir ici, tu sais, puis il n'y a pas d'autre logement à louer. Puis tu sais, je me sentais mal pour lui, Ouais. mais en même temps, je me disais, si cette personne-là est au mauvais endroit, au mauvais moment, tu sais, Ouais. dans une ville comme Montréal qui est en pleine accélération, cette personne-là, tu sais, elle ne peut pas se permettre de payer 500 $ par mois pour un logement quasiment centre-ville de Montréal là, Ouais. toute sa vie. Tu sais. Qui en Fait vaut quoi, 1000. oui, pas loin de 1000 en Ouais, c'est réalité. ça, ouais. c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça amène deux choses. Tu sais,
tu as plusieurs visions là-dedans. C'est sûr que nous, on a une vision, je pense, qui est davantage capitaliste, mais qui peut être humaine quand même. Ouais. Je pense qu'il doit être... Tu sais, le capitalisme, c'est pas quelque chose qui manque d'empathie nécessairement. Mais tu sais, les gens vont dire « Ah, mais c'est des bons locataires, ils payent bien. » Ouais, mais tu sais, je le dis toujours, c'est comme... Si le loyer vaut 1000, puis la personne elle paye 500, mais qu'elle n'a jamais manqué un paiement, elle paye pas bien. Là. En fait, elle paye très mal. Elle paye la moitié du prix de ce que ça vaut. J'espère qu'elle ne manque pas de paiement. Tu sais, c'est comme si je te disais, là, demain matin, là, une Ferrari, normalement, là, ça coûte 4000 par mois, là, mais écoute, je te la donne à 1800 par mois. Tu vas t'arranger pour bien la payer parce que tu sais que normalement, tu ne pourrais même pas t'offrir cette voiture-là. Ouais. C'est un peu la même chose. Puis, ultimement, c'est comme, écoute, si ça coûte, si un trio McDo coûte 8 piastres, puis qu'il y a quelqu'un qui rentre tout le temps et qui dit, écoute, je sais que ça coûte 8 piastres un trio McDo, mais tu sais, j'ai de la misère dans la vie, puis j'aime ça manger au McDo, fait que, regarde, moi, je vous offre 4 piastres pour le trio McDo. McDo ne leur fera pas de rabais à 4 piastres, puis la société ne commencera pas à virer fou non plus avec ça. Fait que je pense que c'est important de comprendre cet aspect-là, de comprendre que non, c'est pas bien payé, au contraire. Mais de l'autre côté, c'est important d'avoir une compassion puis une empathie, puis d'essayer d'aider ces gens-là, puis de dire, bon, mais tu sais, des fois, peut-être qu'on peut t'aider à te reloger puis à trouver un autre logement. On peut t'aider des dépenses comme le déménagement. On peut t'aider à trouver un endroit, peut-être que tu seras encore mieux, puis que tu n'auras pas le risque de te faire déplacer, puis qui va convenir davantage à tes besoins. Puis ultimement aussi, il y a des gens qu'on peut juste pas aider. Là. La job d'un investisseur immobilier non plus, c'est pas d'être Mère Teresa, puis c'est pas un OSBL. Hein. Non, c'est clair, mais bref, tout ça pour dire que on reprend les logements, puis on fait ça de façon le plus humaine possible. Ouais. Mais c'est pour le bien aussi du quartier. Là, on fait de la revitalisation. Ouais. Ça va être un actif qui va être... Parce que souvent, c'est des immeubles qui sont délabrés parce que justement, les loyers ne permettent pas aux propriétaires de maintenir la qualité de l'immeuble. Puis, tu sais, dans le fond, il y a des craquerelles aussi là-dedans. Puis, tu sais, ça dérange ça aussi, les locataires présentement. Mais je suis content que tu en parles. Puis, tu sais, je pense que c'est important qu'on soit le plus transparent possible au niveau de l'investissement immobilier, de faire comprendre aux investisseurs, tu sais, dans quoi qu'ils s'embarquent réellement, qu'effectivement, une transaction, c'est complexe, c'est ardu, c'est stressant, mais aussi optimiser des immeubles, créer de la valeur, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est du risque, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent, puis aussi, bien, il y a le côté humain, souvent, qui est très, très difficile. Puis, je veux dire, je pense que tout le monde qui a un minimum de compassion puis d'empathie va trouver cet aspect-là difficile. Puis c'est pour ça que c'est important, je pense, de se poser la question, puis on en a parlé beaucoup dans la meute, de se poser la question sur c'est quoi ton profil d'investisseur, puis est-ce que tes objectifs, puis la manière dont tu vas atteindre ces objectifs-là, est-ce qu'ils sont vraiment en lien avec le profil d'investisseur que tu as, avec tes propres valeurs à toi, avec ta mission, avec la vision de comment tu veux faire ça, puis je pense que c'est une réflexion importante. Là. Puis toi, tu t'es retrouvé comme face à cette réflexion-là, carrément. Là. Exactement. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit, il y a juste une façon de faire les choses, c'est bien. Tu sais. Dans tous les aspects de la transaction, puis l'optimisation, on fait les choses bien, humaines. Cet immeuble-là avait besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. C'est pas pour rien qu'on a un financement de 400 000 pour rénover, là, c'est parce qu'il faut tout refaire. Puis je pense que ça va rendre heureux les prochains locataires aussi. Là. Vous avez quoi, au moins 150 000 à mettre en investissement dans la propriété? On est plus que ça. Plus que on ça met même? 300 000 à peu près là, pour 8 logements, puis c'est des studios. Wow! Fait que, on fait toute l'électricité. C'est un strip down, dans le fond. Fait que, ça va être. Fait que c'est une grosse job. C'est une grosse job. Là, toi, t'avais-tu déjà une expérience dans le côté rénovation? Bien, avec le 12 logements que j'ai dans Schlag, j'ai eu la chance de rénover un petit peu plus que la moitié là, aujourd'hui. Fait que, mais c'était pas avec un entrepreneur qui faisait un strip down complet. C'était comme un par un, puis tranquillement, parce qu'on n'avait pas de liquidité tant que ça. Tandis que là, on a du financement. Fait que oui. Mais c'est quand même une nouvelle expérience là, que je suis convaincu qu'il va me donner plus de galons là, pour les étapes à suivre. Puis c'est important parce que moi, je le vois aussi comme un apprentissage. Là,
Ça va me donner aussi une opportunité de mettre ça dans un portfolio puis de présenter ça aussi à d'autres investisseurs pour dire, regardez ce que je suis capable de faire, ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça a donné, puis où est-ce que je veux aller avec vous. C'est clair. Puis tu sais, l'important de marcher avant de courir. Les gens veulent aller tellement vite. Puis tu sais, oui, il faut y aller vite. Tu sais, je veux dire, tu as fait une promesse d'achat sur un immeuble, puis tu n'as pas nécessairement la capacité de l'acheter à ce moment-là, mais ça t'a aussi... Ça peut être une mauvaise chose, mais comme ça peut être une bonne chose, si tu fais bien les affaires, c'est que ça t'a obligé à trouver la solution, puis à passer à l'action, mais tu t'es bien outillé aussi, parce que souvent, les gens vont dire, fais ça, mettons, fais une promesse d'achat, puis tu trouveras... Puis, tu sais, trouve le deal, puis tout le reste va venir. Oui, mais il faut quand même être outillé. Oui, c'est ça. Puis moi, je l'ai mentionné déjà plusieurs fois. Là, grâce à la meute, ça m'a vraiment mis en confiance. Puis je l'ai utilisé aussi pour mon réseau. Maintenant, je connais une trentaine d'investisseurs qui comprennent la game, qui sont sophistiqués. Donc, qui deviennent potentiellement des partenaires d'affaires. Hein. Potentiellement. Puis, tu sais, je suis convaincu que en fait, je sais qu'il y a plusieurs partenariats qui se sont faits. Moi, j'en ai fait un, donc je suis content. Puis, c'est ça, grâce à la meute, ça m'a permis d'avoir la confiance, puis la méthode, puis aussi, grâce au mentorat, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Foisy. Puis on a passé le chiffrier ensemble. On a regardé, est-ce qu'il manque quelque chose? Non, bien, ça fait bien du sens, tu sais. Puis oui, tu vas faire un bon Philippe Foisy qui est prof en ingénierie financière chez nous. Là. Exactement, mentor aussi. Un actuaire et un investisseur immobilier, là, c'est quand même... C'est ça. Exactement. J'ai eu la chance de parler aussi avec Mathieu Aubry, qui travaille aussi beaucoup dans Rosemont. Mathieu qui est un autre prof chez MREX, qui est un top optimisateur. C'est ça. Des projets comme toi, tu es en train de faire, il en a fait c'est ça. Puis, tu sais, je m'inspire de lui. Il y a aussi Maxime Boutin, qui m'a inspiré beaucoup, puis j'ai eu la chance de parler pendant le réseautage. Donc, tu sais, ça, j'adore ça. Et mon objectif, à un certain point, c'est de faire affaire aussi avec ces gens-là, avec les meilleurs pour toi aussi, te rehausser à ce niveau-là. Pour stepper, donc pour devenir meilleur, je veux travailler avec les meilleurs. C'est un aspect important parce que on parle souvent, comme plus théoriquement, de l'importance du réseautage, puis la valeur de ton propre réseau et tout ça, mais c'est là concrètement, toi, je pense que tu le vois, puis c'est important que les gens qui écoutent en ce moment, peut-être qui pensent à se lancer en immobilier, tu peux pas juste te lancer en immobilier puis espérer te ramasser que 500 portes dans 5 ans avec une petite mise de fonds parce que tu as le mindset puis que tu y crois. Là, si c'était aussi facile que ça, tu aurais juste à t'acheter le livre Le Secret, puis dans 5 ans, tu aurais 500 portes. Mais je pense que c'est important d'investir énormément de temps pour comprendre les calculs, comprendre les mathématiques, parce que l'investissement immobilier à la base, c'est hyper mathématique aujourd'hui. Puis après ça, d'investir dans le réseautage, puis d'essayer de bâtir des relations avec d'autres personnes, puis peut-être des fois, des personnes avec qui tu ne seras pas nécessairement partenaire avec, mais tu peux toujours apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Puis aussi d'avoir un support, de dire aujourd'hui, peut-être ça va moins bien, je peux appeler un tel, puis il va comprendre ce que je suis en train de vivre. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est tellement facile de créer des liens aussi avec quelqu'un qui a la même passion que toi. C'est facile de parler de quelqu'un de l'immobilier. On se parle, puis c'est tellement facile d'explorer les différents aspects. Donc, le réseautage, à un certain point, quand tu es passionné, c'est facile. Fait que j'encourage tout le monde à le faire. C'est clair. Puis, je suis curieux, j'ai gardé ça en tête, là, mais ta première transaction, c'était un 12 logements. C'était 12 studios. Ça, le financement, ça doit être assez corsé aussi. Ça a été très corsé, puis on avait juste une certaine mise de fonds, puis on n'avait pas nécessairement d'argent pour les rénaux. Puis non seulement ça, il y avait 4 logements de libre. Ah ouais? Fait que, on était... Ce qui est une mauvaise affaire côté cash flow, mais une bonne affaire parce que tu n'as pas à essayer de sortir ces locataires-là pour rénover les logements. Exactement. Là. Puis encore une fois, mon courtier hypothécaire a fait vraiment un financement spectaculaire. On s'est financé avec la SCHL. Ah ouais, OK. Puis on était capable de mettre une plus petite mise de fonds puis de garder un petit peu de liquidité pour faire les rénovations des 4 premiers logements. Ça a été une drôle de transaction, mais on a été capable d'aller chercher une seconde tranche pour aller continuer de faire les autres
les autres logements. Donc, Donc, une seconde tranche de financement, ce qu'on appelle un pari passu. Là. c'est ça, à peu près, là, parce Ouais. que c'est assez spécifique. Là. Donc, ouais, ça a été une super de bonne affaire. Puis finalement, là, cet été, on pense en faire 3 autres. OK. Fait que ça, c'est un immeuble que vous allez rénover Au fur et à mesure, parce fur que et à mesure là, du temps sur les 5 ans, parce que vous avez pris aussi un financement SCHL. oui, Fait que, exactement. Donc, tu sais, on n'est pas pressé en tant que tel. Puis cette compagnie-là, elle n'a pas nécessairement de liquidité là, infinie. Ouais. Donc, les locataires qu'on a, quand ils partent, on les rénove, on leur suggère de partir. Mais tu sais, ça aussi, ça va être un excellent coup là, dans 5 ans si on refinance ou on vend. Parce que là, je mets des annonces sur Kijiji. Mhm. Puis il y a 2 personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient acheter mon immeuble. Ah ouais. Puis là, tu sais, je me pose la question, est-ce que je devrais vendre? Est-ce que je devrais le garder? Fait que c'est une belle situation là, parce que dans le fond, cet immeuble-là, c'est sûr qu'on va faire un profit avec. Oui. Puis, tu sais, tu es relativement jeune. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les jeunes en ce moment qui écoutent puis qui commencent à penser à investir en immobilier multilogement? Tu sais, qu'est-ce qui a été pour toi le déclic, mettons? Puis, qu'est-ce que tu répéterais pas comme erreur? C'est une bonne question, Nick. Je te dirais, si tu es un jeune investisseur et que tu sais que tu es passionné par ça, fais-toi les dents sur des projets que tu es capable de gérer, Ouais. petit pas par petit pas, puis travaille sur ton réseau, OK. puis fais des cours. Ouais. Parce que moi, quand j'ai fait, avant de faire la meute, j'avais Ouais. juste une idée en tête, c'est comment on calcule la valeur économique. OK. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste une valeur économique, il y en a plusieurs. Ouais. J'ai appris tellement plus. Puis non seulement ça, j'ai fait un partenariat qui m'a amené. Donc, des fois, quand tu fais juste une petite étape, tu ne sais pas où est-ce que ça va te mener. Donc, pour un jeune investisseur qui veut faire ça, je te disais, commence par la première étape. Ouais. Informe-toi, réseaute, fais des petits projets pour te faire les dents, prends l'expérience, puis étape à Fait que marcher avant courir. C'est ça, Ouais. step by step, vas-y. Ouais. Souvent, surtout quand on est jeune, on veut aller vite, puis quand tu sautes les étapes, surtout en investissement immobilier, ça peut être assez désastreux pour une carrière. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Puis l'autre chose qui m'intéresse aussi, c'est, tu as investi tes parents sur ta première transaction. Comment tu as trouvé ça, faire de l'immobilier avec tes parents? Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui écoutent, qui pourraient peut-être justement faire la première transaction avec leurs parents, ou il y a peut-être des parents qui écoutent puis qui disent « Hey, tu sais, ce serait une belle manière d'aider mon enfant ou mes enfants à partir dans la vie, on pourrait faire un projet immobilier ensemble. Ce serait quoi les conseils que tu aurais envers... Ben, dans mon cas, à moi, c'était clair que mes parents, eux autres, ils allaient investir, Ouais. puis que moi, j'allais être actif dans la gestion du projet. Ouais. Donc, de définir ça en premier lieu, Définir les rôles, dans le les fond. rôles. Puis moi, je savais que c'est quoi mon profil d'investisseur, Ouais. puis je sais c'est quoi le leur. OK. Donc, sachant ça, c'est des bonnes bases pour commencer un projet. Fait que le travail en amont de vraiment réfléchir, de dire, OK, bon, ben regarde, tu sais, qui va faire quoi, qui va s'occuper des locataires, qui va faire les travaux. Parce qu'à un certain point, c'est ingrat parce que tu sais, moi, j'ai la même portion de l'immeuble que tous les autres, mais Ouais. c'est sûr qu'à un certain point, il y a une personne qui va en faire un petit peu plus. Ouais. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que je le voyais aussi comme de l'expérience qui allait m'amener ailleurs. Tu sais. Ouais. Donc, ça ne me dérangeait pas. Fait qu'il faut que tu sois sûr dans ta tête que tu vois ça comme une expérience qui va t'amener ailleurs aussi, même si... Ben, c'est d'avoir, puis je suis content d'entendre ça, c'est d'avoir une mentalité de penser au long terme. Tu sais, on pense souvent trop au court terme, même dans les partenariats, tu sais, je l'ai souvent répété, quand tu fais un partenariat, ton premier partnership, tu devrais en fait avoir l'impression que tu en as trop donné. Ça t'assure que le partenaire au bord va être heureux, puis tu vas avoir un partenariat versus de ne pas en avoir. Puis souvent, les gens veulent trop tirer sur la couverte dans les premières transactions. Puis c'est plate parce que ça t'empêche d'arriver à plus tard. Tu sais, tu tireras sur la couverte quand c'est rendu que tu as 4, 5, 6, 10 transactions dans le corps, puis que tu as une réputation, puis que tu as une feuille de route. Mais quand tu veux commencer dans la vie, c'est normal que tu devrais en laisser plus à la table. Là. Exactement. Puis, tu sais, moi, ce 12 logements-là, c'est vraiment lui qui m'a
m'a propulsé aussi. Puis ça m'a donné la confiance de me dire je suis capable de faire la même chose avec un autre logement dans Rosemont. Exact. Même type de logement, même type de clientèle à la base, puis même type de clientèle aussi future. Donc ça, c'était un modèle que j'ai traduit ailleurs. Puis ce que je vais faire là, je vais le faire ailleurs aussi. Puis je vais avoir la confiance que je suis capable de le faire parce que j'ai l'expérience. Oui, super. Puis c'est quoi, mettons, pour terminer là-dessus, comment tu vois les 5-10 prochaines années? Ben, c'est dur à dire parce qu'on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Mais moi, la façon que je le vois, c'est j'aimerais faire un projet par année, idéalement, dépendamment de la grosseur du projet, de plus en plus gros. Puis à un certain point, je sais pas, il y a d'autres types de business qui m'intéressent. Donc, je veux rester dans l'immobilier, mais je me laisse aussi le choix de faire autre chose. Aussi, en termes d'immeubles, c'est plus côté éco-énergétique, domotique qui m'intéresse. Donc, peut-être des maisons écologiques avec éventuellement je commence à acheter une terre, puis faire un genre pas un village, mais une genre de petite communauté éco. C'est vraiment, ça c'est à long terme, c'est mon projet futur. Tu pourrais faire un bloc éco-énergétique au début pour pratiquer. Je pourrais aussi, oui. Donc, j'aimerais ça tranquillement essayer d'intégrer de la domotique, puis des matériaux écologiques aussi dans la construction. Cool. Bien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, puis je suis convaincu que tu vas avoir plein de succès, puis tu vas même aussi avoir plein d'obstacles, mais tu vas trouver une manière de les contourner puis de les surmonter. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Ben. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. Comme vous avez vu, oui, c'est possible de réussir en investissement immobilier, c'est possible de commencer jeune, c'est possible de le faire avec des associés et même avec la famille, mais c'est important d'apprendre à marcher avant de courir puis ne pas sauter les étapes parce que l'investissement immobilier n'est pas simple.